Bien, merci Shona, merci au Coréade. Donc j'imagine que vous voyez le diaporama. Oui, 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 pas de Parfait, souci. parfait. Merci encore de m'avoir invité à partager cet après-midi avec vous sur une thématique qui m'est chère et sur laquelle je travaille de longue date, qui est celle du cannabis. Alors, préalablement, j'ai reçu toutes sortes de questions de votre part, enfin, par l'intermédiaire de Shona, et je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure dans le cadre de cette présentation. Néanmoins, évidemment, beaucoup de questions vont apparaître en cours de route et donc vous pourrez chatter de telle façon qu'on puisse discuter d'ici une petite heure. Alors, ce que je vous propose, c'est une présentation évidemment générale. Hein, c'était la commande avec quelques rappels sur le cannabis. Ensuite, quelques rappels aussi sur les effets de sa consommation, que ce soit des effets recherchés par les consommateurs ou que cela soit des effets collatéraux, indésirables, négatifs. Le premier d'entre eux, sur lequel je m'attarderai un peu, évidemment, étant le risque de devenir dépendant en fait, du cannabis, donc d'avoir un trouble de l'usage de cannabis, une addiction. Par ailleurs, parmi les problématiques induites par des usages aigus ou des usages chroniques de cannabis, il y a aussi évidemment des effets cognitifs, notamment sur la mémoire, sur les capacités intellectuelles, mais aussi, on le verra, c'est des données beaucoup plus récentes, hein, des découvertes ces dernières années, un impact négatif sur le développement cérébral depuis la petite enfance et même la périnatalité jusqu'à l'adolescence. Enfin, il y a des complications qui peuvent être sévères au plan psychiatrique, mais également quelques complications possibles au plan somatique, donc je les aborderai, ainsi évidemment que l'impact social d'usage régulier de cannabis, notamment sur la scolarité, sur le travail, mais également sur la conduite automobile notamment. Alors, comme il y avait pas mal de questions sur le CBD, j'ai rajouté un petit chapitre en complément de cannabis et santé sur le cannabidiol, donc le CBD, et quelques remarques aussi sur les perspectives actuelles en termes d'utilisation thérapeutique du cannabis, aussi bien de certains cannabinoïdes qui peuvent être utilisés dans des médicaments que de la plante cannabis elle-même, qui devrait bientôt faire l'objet d'une expérimentation en France. Et enfin, compte tenu du fait que, évidemment, j'interviens dans le cadre d'un travail plus général sur le tabac et les risques liés au tabac, je me permettrai de conclure avec quelques données sur les interactions entre les usages de tabac et de cannabis. Donc voilà en gros le plan général. Donc, on a une heure devant nous. Je vais essayer d'aller à un rythme qui vous permettra de découvrir les différentes facettes du cannabis. Alors ça, c'est le cannabis contemporain, vous voyez, qui pousse sous serre, avec souvent des plantes qui ont été sélectionnées par génie génétique. Mais en fait, on sait que c'est une plante relativement ancienne, puisque sous sa forme actuelle, le genre cannabis est apparu il y a environ 8500 ans en Eurasie, enfin dans le centre en fait, de l'Asie, vers l'Himalaya, le Pamir, dans les hauts plateaux du centre de l'Asie. Le genre cannabis se répartit pour l'essentiel en deux espèces. Le cannabis sativa, qui est une variété de chanvre donc de haute taille, avec des feuilles étroites, et qui, comme cannabinoïde, contient essentiellement du CBD. Et d'autre part, le cannabis indica, ce qu'on appelait le chanvre indien autrefois, qui est une variété moins élevée, moins haute, avec des branches plus denses et des concentrations plus élevées en composés psychoactifs, en fait, le THC, le tétrahydrocannabinol, THC qui en fait l'espèce de choix, en fait, pour les usages médicinaux, mais aussi pour les usages récréatifs. Alors, on s'est rendu compte d'ailleurs qu'au fil du temps, je vais vous en montrer tout à l'heure une illustration, l'homme a repéré l'intérêt de ce THC hein, pour ses applications médicinales et récréatives et finalement a de plus en plus sélectionné des espèces plutôt riches en THC, donc plutôt de la famille du chanvre indien.
Alors, la molécule, le principe actif essentiel, le cannabinoïde clé, c'est le THC qui a été isolé en fait récemment, en 1964, par Meshulam en Israël. On sait actuellement, grâce au progrès des analyses chimiques, que la plante cannabis contiendrait environ 500 composés actifs, dont une bonne centaine de cannabinoïdes et de phytocannabinoïdes, c'est-à-dire des cannabinoïdes qui sont dans la plante. Au premier rang desquels les deux plus fréquemment rencontrés en plus grande quantité, c'est le THC et le CBD. Enfin, le génome du cannabis lui-même a été parfaitement reconnu en 2011. Donc, vous voyez que ce sont quand même des découvertes relativement récentes, que notre progression, enfin notre connaissance du cannabis a connu une réelle progression ces dernières années. Alors, voilà ce que j'évoquais. Actuellement, on arrive à repérer des traces archéologiques d'usage de cannabis qui remontent assez loin, hein, puisque là, on voit que ce sont des exemplaires qui ont été trouvés qui remontent au premier millénaire avant l'ère chrétienne, dans un cimetière au cœur du Pamir, donc dans le centre de l'Asie, et où en fait on a retrouvé des brûloirs, vous voyez, des sortes en bois d'ailleurs, au sein duquel étaient brûlées des feuilles de cannabis pour faire des fumigations vraisemblablement à visée hallucinogène et sans doute festive dans un cadre très, très ritualisé. Donc on se rend compte que parmi les plus anciens usages du cannabis, en fait, il y a eu une recherche d'effets psychotropes. Alors voilà ce qu'on a analysé dans ces poteries. C'est du CBN, donc ça c'est le cannaminol qui est un dérivé du THC après combustion. Et vous voyez, il y a du CBD, du CBL. Donc clairement, nos ancêtres faisaient des fumigations de cannabis pour inhaler en fait le THC et avoir des effets psychotropes. Alors le voilà, le THC, avec une jolie petite molécule. Comment agit-il? Alors cette molécule, en fait, fixe sur des récepteurs endocannabinoïdes. Alors endocannabinoïdes, c'est un peu compliqué, mais cela signifie qu'on a trouvé aussi, dans la deuxième partie des années 60 et début des années 70, toujours grâce à Meshulam, on a découvert dans notre cerveau, dans le cerveau humain, des récepteurs sur lesquels venait se fixer au plan neuronal le cannabis fumé, en l'occurrence le THC, mais aussi le CBD et le CBN. Alors, si des substances externes se fixent sur ces récepteurs endogènes, cela signifie évidemment pour autant que si ces récepteurs existent, c'est qu'ils ont quelque chose qui code dans notre cerveau à nous, sans qu'on ait besoin pour cela de fumer du cannabis. Et c'est ainsi qu'on a découvert des cannabinoïdes endogènes, c'est-à-dire qu'on fabrique nous-mêmes, que notre organisme, votre cerveau, mon cerveau actuellement, fabrique des cannabinoïdes endogènes, donc des corps gras, en fait, des lipides endocannabinoïdes, dont les deux principaux ont été nommés anandamide. Anandamide, ça fait référence à un terme indo-européen qui signifie sérénité, vous voyez l'idée, et le 2AG. Alors, il y a deux grandes familles de récepteurs cannabinoïdes, donc des CB. Les CB1, qui sont ceux qui vont nous intéresser le plus, qui sont des récepteurs, vous le voyez en haut, là, qui sont essentiellement cérébraux et qui se descendent également surtout sur la moelle épinière et un peu dans les nerfs périphériques. Enfin, globalement, ce sont des récepteurs cérébraux. Et puis les CB2, qu'on retrouve surtout en périphérie et dans les organes lymphoïdes, ce qui peut expliquer l'effet du cannabis et de certains cannabinoïdes sur l'inflammation et sur la douleur. Alors que les CB1, comme vous pouvez l'imaginer, comme ils vont se fixer dans certaines zones cérébrales, ils vont agir, par exemple, quand ils se fixent sur l'hypothalamus, c'est eux qui vont régler l'appétit et qui expliquent que le cannabis a plutôt tendance à ouvrir l'appétit. Ils se fixent aussi sur l'hippocampe, il y a beaucoup de récepteurs CB1 dans l'hippocampe, ce qui explique en partie les problèmes de mémoire, mais ils se fixent aussi sur la base de la médula, ce qui peut expliquer en partie un certain nombre d'effets également sur les effets, par exemple sur la nausée, sur les vomissements, et donc où on sait que beaucoup de cannabinoïdes sont d'assez bons anti-nauséeux.
mais il se fixe aussi sur des récepteurs dans la moelle épinière, ce qui permet d'avoir un effet sans doute sur la douleur. Donc, vous voyez que ces multiples localisations expliquent en fait la diversité des effets des cannabinoïdes endogènes et donc pour partie des cannabinoïdes exogènes comme le THC quand il est consommé. Donc voilà la reprise brièvement de ce que je viens de vous dire. Globalement, la stimulation CB1 a des effets qui vont plutôt ralentir la neurotransmission et donc des effets sur l'appétit, sur le sommeil, sur la douleur, l'inflammation, la mémoire, des processus cognitifs, mais aussi sur l'humeur et certaines fonctions physiques ou mentales. Or, le point important à retenir, c'est qu'alors que les endocannabinoïdes, c'est-à-dire les cannabinoïdes que nous fabriquons nous-mêmes, les nôtres, ont une durée d'action très brève, les cannabinoïdes exogènes, comme le THC, par exemple, quand il est fumé, entraînent des activations beaucoup plus intenses et beaucoup plus durables des récepteurs cannabinoïdes. Ce qui fait que ces cannabinoïdes exogènes, le cannabis consommé, va avoir un effet non physiologique, va avoir un effet perturbateur du système endocannabinoïde qui lui-même est un système au contraire extrêmement positif et extrêmement utile. Puisque ce que nous savions jusqu'à maintenant, globalement, c'est ça. C'est les effets cannabinoïdes sur l'appétit, le sommeil, la douleur. Ce que nous venons d'apprendre, c'est le premier paragraphe, c'est-à-dire, et vous verrez l'importance de ces nouvelles connaissances, c'est que le système endocannabinoïde a un rôle essentiel dans le neurodéveloppement. C'est un système vraiment protecteur du neurodéveloppement, c'est-à-dire de la maturation neuronale au moment de la périnatalité jusqu'à l'adolescence. Si bien que l'effet physiologique des cannabinoïdes exogènes qui viennent perturber ce système protecteur va évidemment avoir un effet de fragilisation du neurodéveloppement, ce qui explique dans une large mesure un certain nombre de complications que nous allons étudier tout à l'heure. Or, les effets, quels sont-ils? Les effets recherchés par les consommateurs, mais aussi évidemment les effets indésirables. Or, les effets recherchés, c'est essentiellement ce que vous voyez là, hein, l'euphorie, une sensation de bien-être, d'amusement, une accélération aussi subjective de la pensée, mais aussi une sensation de détente, de relaxation, cool, calme, et sans doute aussi d'hyperprosocialité, c'est-à-dire de facilitation des relations avec les autres, d'une légère désinhibition. Enfin, un produit donc, qui va faciliter la vie sociale, le lien social, la détente, l'apaisement. Un autre élément qui a pu être recherché, notamment par les poètes au XIXe siècle, là, notamment Baudelaire, qui a écrit de belles pages sur le hashish, c'est que les seuils sensoriels sont abaissés et les consommateurs peuvent devenir hyperperceptifs, avec parfois des sensations qui peuvent devenir tout à fait intenses et procurer des expériences d'insight quasiment transcendantales, avec tout un arrière-plan un peu mystique de certains usages du cannabis, surtout quand les usages importants s'accompagnaient d'une hallucinose transitoire et de synesthésie telle que les décrivait Baudelaire, quand les sons, les parfums, les couleurs se répondaient. Donc, quand vous pouviez voir une couleur et entendre le son de cette couleur, ou en écoutant de la musique, au contraire, avoir des perceptions colorées en harmonie avec cette couleur. Donc, tout un lien avec la créativité poétique et la créativité artistique. Donc, c'est ce type d'effets, évidemment, qui sont généralement recherchés par les utilisateurs. Or, de nos jours, c'est plutôt les effets tout à fait banals que j'évoquais au début, hein, de détente et d'euphorie. Mais en usage aigu, ponctuel, il peut aussi y avoir des effets indésirables, des effets négatifs, notamment des altérations cognitives, des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention, des troubles de la concentration, qui peuvent être à l'origine d'accidents de la circulation ou de chutes, alors même que la personne n'est pas du tout addicte au cannabis, mais donc à l'occasion d'une consommation aiguë.
Ce que décrivent aussi beaucoup de jeunes consommateurs, surtout en début d'usage, ce sont des malaises vagos, ce qu'ils appellent des crises blanches où on devient pâle, on a envie on est nauséeux, les mains moites, enfin un gros malaise. Et puis, dans certains cas, ça peut être un peu plus sévère, avec des troubles psy aigus, transitoires. Les plus fréquents, c'est des attaques de panique, hein, des grosses crises d'angoisse. Également des perturbations de l'humeur qui, au lieu d'être euphorique, va devenir un peu tristounette et dysthymique, donc plutôt versant dépressive. Et puis, dans certains cas, des sensations extrêmement désagréables que les usagers appellent la parano, où ils ont l'impression que les gens les regardent de travers, parlent d'eux, donc des idées de référence. Enfin, et c'était décrit dès le 19e siècle par Moreau de Tours, donc un grand psychiatre, c'était des troubles psychotiques avec des idées délirantes aiguës sous cannabis, à tel point donc que le hashish avait pu être utilisé au 19e siècle par cette école psychiatrique comme étant un modèle un peu expérimental, biologique, de folie, donc d'aliénation mentale, puisque sous l'emprise de hashish, certaines personnes pouvaient développer des idées délirantes, nourries, y compris par des hallucinations auditives et des hallucinations visuelles. Donc ça, c'est l'intoxication aiguë. Là, c'est un article qui fait référence de Volkoff il y a quelques années dans le New England Journal of Medicine sur les effets négatifs donc, de l'usage de marijuana. Donc, vous voyez en haut à droite les effets de l'usage aigu. Là, c'est ce que je viens d'évoquer, hein, avec des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration, de l'attention. Dans certains cas, ça peut aller jusqu'à des troubles psychotiques aigus et de la parano. Et puis là, on entre dans les effets au long terme d'un usage chronique, c'est-à-dire quand l'usager continue à répéter en fait les prises et souvent avec des consommations qui prennent une ampleur importante avec des volumes de substances consommées plus importants. À ce moment-là, le premier risque évidemment repéré, c'est l'addiction, c'est-à-dire à force d'en prendre, on risque d'en devenir dépendant. Pendant longtemps, c'est un risque qui avait été banalisé, voire nié par beaucoup de gens. Maintenant, on sait que le risque addictif, en moyenne, concerne à peu près 10% de la totalité des usagers, mais 17% de ceux qui commencent au moment de l'adolescence. Et donc, on arrive à pratiquement 1 sur 2 de ceux qui sont des usagers quotidiens. Alors, les usagers quotidiens en France actuellement, c'est à peu près 900 000 personnes, dont vous pouvez évaluer à la louche qu'environ 450 000, 500 000 personnes en France sont dépendantes du cannabis avec un usage quotidien. Alors, le deuxième point très problématique sur lequel je m'attarderai tout à l'heure, c'est que l'on sait maintenant, mais ça c'est des données récentes, que la consommation régulière de cannabis altère en fait le développement neuronal et cérébral, donc du cerveau, avec des conséquences négatives au plan cognitif, mais également avec des conséquences négatives en termes de vulnérabilité accrue à des troubles psychiatriques. Ensuite, ce que l'on observe en cas d'usage régulier et massif, c'est que les usagers ont moins de chances d'avoir une bonne réussite scolaire. Ils ont plus de risques d'abandonner prématurément l'école. Ils ont plus de risques d'avoir une altération intellectuelle, y compris avec une baisse du QI, du coefficient intellectuel. Ce qui est particulièrement net chez les jeunes qui commencent à avoir des usages de cannabis assez massifs pendant l'adolescence, donc des usages également très précoces. Par ailleurs, ce qu'on relève habituellement, c'est que la qualité de vie de ces personnes est moins favorable et souvent, ils se rendent compte que ça a joué un élément tout à fait négatif dans leur trajectoire de vie et avec des perceptions de leur propre vie qui sont beaucoup plus négatives que celles qu'on rencontre chez les non-utilisateurs de cannabis. Enfin, il y a très fréquemment des troubles de type bronchite chronique, mais aussi, alors ce qui intéresse beaucoup évidemment des spécialistes de l'addiction et notamment des psychiatres comme moi, c'est qu'il y a un risque accru clairement, hein, en cas de consommation massive et précoce de cannabis, de développer
psychotiques, y compris cette fois-ci des troubles psychotiques chroniques, donc la schizophrénie. Pas simplement un épisode psychotique aigu, comme je l'avais mentionné tout à l'heure avec cette psychose cannabinique, qui en principe finit par disparaître si la personne arrête de consommer, mais là, vraiment l'entrée dans un trouble psychotique chronique, ce qui fait que même en cas d'arrêt du cannabis, il y a tout à craindre que le trouble continue à évoluer à son propre compte. Je vais juste m'attarder dans le même article américain sur quelques données intéressantes. C'est des données observationnelles chez les étudiants du 12e grade, c'est-à-dire c'est fin secondaire aux États-Unis, donc c'est des jeunes de 17-18 ans. Et en abscisse, en fait, c'est le temps qui passe, puisque c'est une étude qui commence en 1975, là sur la gauche, et qui s'achève en 2013. Et vous voyez par rapport au cannabis que ce qui est intéressant, c'est qu'en bleu, là, vous avez les niveaux de consommation de cannabis au fil du temps. Donc, vous voyez qu'ils ont atteint un creux aux États-Unis au début des années 2000, qu'en fait, ils remontent un peu, mais que le pic, comme chacun sait, c'était les années 70-80, la contre-culture. Et en rouge, vous avez la perception du risque d'utiliser du cannabis par les mêmes jeunes. Et vous voyez qu'en fait, c'est deux courbes qui se croisent parfaitement. C'est-à-dire, schématiquement, je vous laisse imaginer ce qui est l'effet, ce qui est la cause. Plus on banalise le risque lié au cannabis, moins on le perçoit comme dangereux, plus on consomme, et réciproquement. L'autre élément intéressant au fil du temps, c'est que vous voyez, pour vous qui vous intéressez beaucoup au tabac, c'est qu'à 17 ans, aux États-Unis, le pourcentage finalement de gens qui utilisent du tabac tous les jours dans les 30 jours qui ont précédé l'enquête a tendance à diminuer depuis le milieu des années 70 jusqu'à maintenant, alors qu'à l'inverse, les usages quotidiens de cannabis ont tendance à augmenter, notamment ces dernières années, en raison de la légalisation dans beaucoup d'États aux États-Unis. Ce qui fait que vous voyez, ce qui est une donnée intéressante aux États-Unis, qu'alors que les usages de tabac étaient évidemment très prédominants par rapport aux usages de cannabis au milieu des années 70, actuellement, les deux courbes se rejoignent et dans certains États, actuellement, chez les jeunes, il y a plus de fumeurs de cannabis que de fumeurs de tabac. Avec une donnée tout à fait intéressante, c'est que, alors qu'en France, évidemment, c'est plutôt le tabac qui est une porte d'entrée vers le cannabis, dans pas mal de cas, maintenant aux États-Unis, c'est le cannabis qui est une porte d'entrée vers le tabac, avec toutes les conséquences néfastes que vous avez non seulement liées à l'usage de cannabis, mais aussi à l'usage de tabac ainsi facilité. Alors, premier effet collatéral indésirable, on en parlait tout à l'heure, c'est l'addiction. Alors, c'est un point important à connaître pour des professionnels comme nous, puisque beaucoup de personnes, notamment des jeunes, pensent que c'est une drogue, entre guillemets, douce, au sens où elle ne risque pas d'entraîner une perte de contrôle, un trouble de l'usage, une addiction. En fait, maintenant, on sait que ce risque existe. C'est à peu près 10%, comme je le disais, des usagers de cannabis qui en deviennent expérimentateurs, des usagers expérimentateurs qui en deviennent dépendants. Donc 10%, ça montre que la grande majorité arrive à contrôler la consommation. En revanche, vous comprendrez que 10% de millions de consommateurs, à l'arrivée, ça fait beaucoup de monde et que maintenant en France, on arrive à des centaines de milliers de gens qui sont dépendants. Et d'autre part, l'autre information importante, c'est que le risque d'accrochage est d'autant plus important que l'on a commencé tôt. C'est-à-dire, si en moyenne, le risque, c'est à peu près 10%, chez ceux qui ont commencé à l'adolescence, c'est 16%. C'est-à-dire, un adolescent sur 6 qui a commencé à fumer du cannabis risque en devenir dépendant. Et d'autre part, donc, c'est 50% à peu près des usagers quotidiens qui en sont dépendants, avec des signes de sevrage qui sont bien décrits maintenant. Ils sont entrés au DSM-5, avec essentiellement des symptômes que vous connaissez quand les gens arrêtent de consommer du cannabis: irritabilité, anxiété, insomnie, dysphorie, humeur chagrine et un craving avec un fort besoin de consommer. Alors, ces symptômes de sevrage le rendent difficile et sont autant de facteurs de rechute.
Sachant aussi, un point important, c'est que la dépendance au cannabis se met en place relativement vite. C'est-à-dire en moyenne, ceux qui sont dépendants du cannabis ont mis 5 ans à le devenir après le moment où ils avaient commencé à en fumer, alors qu'il faut à peu près 10 ans pour l'alcool. Donc vous voyez comme les substances qui sont fumées, généralement l'accrochage peut être relativement rapide à se mettre en place. Et c'est ainsi que la plupart des personnes dépendantes du cannabis le sont devenues tôt, et donc avant 25 ans. Ce qui est un problème, puisque vous verrez que ça a un impact évidemment sur la scolarité, un impact sur les premiers postes professionnels, un impact aussi chez les jeunes filles sur la grossesse, puisque c'est dans ces eaux-là qu'on a le plus de personnes dépendantes du cannabis, et donc des difficultés à arrêter au moment où on aurait des raisons tout à fait impérieuses d'arrêter ou de réduire travail, conduite, grossesse, etc. Alors, plus on commence tôt, plus le risque est important de s'accrocher vite. Ceux qui ont commencé pendant l'adolescence ont 2 à 4 fois plus de risque de devenir dépendants dans les 2 ans qui suivent le premier usage. Donc, vous voyez, là, ça peut être un accrochage assez express, un peu moins que le tabac, mais en tout cas beaucoup plus que l'alcool. Or, l'effet sur le neurodéveloppement cérébral a commencé à être repéré par une étude de cohorte, qui est une des plus importantes études de cohorte au niveau mondial. C'est celle en bas, vous voyez, l'étude de Dunedin. Dunedin, c'est une petite ville qui est dans une des 2 îles de Nouvelle-Zélande. Et à l'époque, ces épidémiologistes, au début des années 70, ont commencé à suivre des enfants qui étaient nés au début des années 70. Et ces mêmes épidémiologistes, tu vois, ont vieilli comme nous, et avec ces enfants qui maintenant donc doivent avoir une cinquantaine d'années. Et les épidémiologistes, je crois qu'ils en sont à la 3e équipe de suivi. Alors ça, c'est très très intéressant parce que ça a permis de suivre des enfants donc depuis leur naissance, de voir par exemple à quel moment ils commençaient à fumer, à quel moment pour certains d'entre eux commençaient à avoir des troubles psy, à quel moment certains d'entre eux commençaient à avoir une altération de leur fonctionnement cognitif et intellectuel. Donc là, vous voyez, c'est un article en 2018 qui reprenait cette magnifique étude menée par Caspi sur 1 millier de bébés néo-zélandais qui sont nés donc dans les années 72-73. Et ensuite, il y a eu toutes sortes d'études qui ont été faites sur cette cohorte, sur des troubles de la personnalité, sur les problèmes de violence de genre, sur l'apparition des troubles psychotiques, sur les relations gènes et environnement. Et parmi ces objets étudiés, il y a le cannabis, là, et 2010, donc, apparaissent, quand les enfants avaient 40 ans, les premières études qui montrent que l'usage massif de cannabis au long cours, quand il a commencé à l'adolescence, est corrélé avec une altération du fonctionnement cognitif, c'est-à-dire une baisse du quotient intellectuel, du QI. Et une baisse qui n'est pas tout à fait négligeable. Alors là, il faut aller à droite. C'était la publication de 2012 dans le PNAS. Vous voyez, si on commence là, que ceux qui ont commencé à fumer du cannabis à l'âge adulte, si vous regardez leur QI quand ils étaient enfants, ils étaient à peu près à 105, donc c'est la moyenne, en moyenne, donc tout va bien. Et si vous les revoyez au moment de l'âge adulte, vous voyez qu'ils s'étaient même un peu améliorés, donc c'est une différence non significative. En revanche, chez ceux qui avaient commencé le cannabis à l'âge adulte, mais qui en utilisaient beaucoup, vous voyez qu'il y a une baisse assez sensible de QI, pratiquement de 5 points de QI, ce qui est quand même pas mal en moyenne, et que c'est encore aggravé au moment de l'âge adulte par rapport à l'enfance. Mais là où les données, évidemment, sont beaucoup plus préoccupantes et à mémoriser, hein, ça c'est des données tout à fait importantes, c'est quand on a commencé à fumer du cannabis au moment de l'adolescence, adolescent onset. À ce moment-là, si vous regardez, même chez des usagers occasionnels qui n'utilisent pas beaucoup de cannabis, vous voyez qu'au moment où ils étaient enfants, ils avaient le QI standard, entre 100 et 105. Vous les revoyez au moment de l'âge adulte, ils ont perdu pratiquement un peu plus de 5-6 points de QI, ce qui est pas négligeable. Quand on est à 100, ça va à peu près. Si on est à 95, c'est pas bon de perdre, de passer, ainsi de suite. Donc, et ensuite, quand vous voyez chez des usagers fréquents, alors là, pour le coup, c'est vraiment problématique, puisque des usagers fréquents de cannabis à l'âge de 38 ans, mais qui avaient commencé à fumer au moment de l'adolescence, là, leur QI, c'est le plongeon,
puisqu'on est à 95 à peu près quand ils étaient enfants. Donc déjà, ils avaient un peu perdu par rapport aux autres. Mais au moment de l'âge adulte, ils sont aux alentours de 90. Ce qui fait que là, c'est une perte, vous comprenez, une perte de 10 à 15 points de QI, ce qui est vraiment très, très, très significatif en de performance intellectuelle. Donc, vous voyez que là, c'est vraiment une donnée à retenir. C'est-à-dire, si on a commencé tôt, il vaut mieux arrêter le plus vite possible, mais si on a commencé tôt, il y a de forts risques qu'on ne puisse pas arrêter, donc qu'on soit un usage irrégulier au moment de l'âge adulte et que là, on ait une perte très sensible en termes de fonctionnement cognitif et intellectuel. Alors ça, enfin, c'est la même étude, mais c'est un autre aspect du travail qui montre en gros qu'on supprime les variables de confusion liées à des usages d'alcool, de tabac, etc., etc. Donc, c'est vraiment un effet spécifique lié à l'usage de cannabis. Alors, dans le même ordre d'idées sur l'impact au long cours, donc sur le neurodéveloppement, puisque c'est ça que ça veut dire, hein, que c'est une alternate du neurodéveloppement lié à l'imprégnation massive pendant l'enfance, enfin surtout pendant l'adolescence, de cannabis qui va venir perturber le neurodéveloppement en atténuant les effets protecteurs du système endogène cannabinoïde, si vous vous souvenez de ce que je racontais tout à l'heure. Alors, de la même manière, évidemment, il y a une autre phase de développement cérébral, c'est la grossesse et la périnatalité, puisque le cannabis franchit la barrière fœto-placentaire, ce qui signifie que si la maman fume pendant sa grossesse, le THC va passer la barrière fœto-placentaire et inonder le petit cerveau fœtal avec les mêmes effets de perturbation du neurodéveloppement et de troubles des connexions neuronales, donc miswiring de brain, avec des perturbations qu'on peut même observer maintenant en neuroimagerie cérébrale, mais qu'on observe en tout cas dans les études de cohorte sur le devenir des enfants qui sont nés de mamans qui avaient continué à fumer du cannabis pendant leur grossesse. Alors, cannabis et grossesse, c'est une question importante, mais c'est une vieille question. C'est amusant parce qu'on intervenait au titre du Coréade et du CRAG la semaine dernière sur cette thématique à Biarritz, donc je prolonge un peu. Un point important, c'est que le cannabis dans les médecines traditionnelles était utilisé pendant la grossesse pour que justement il diminue les nausées, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, les douleurs de contraction, des choses comme ça. Et donc, il y avait des usages, des usages traditionnels, mais y compris en médecine, puisque le cannabis, vous voyez, des spécialités médicales du laboratoire Lilly, à gauche, avec la teinture de cannabis, étaient utilisées très, très souvent, y compris dans les douleurs, vous voyez, des règles, les dysménorrhées, mais étaient utilisées aussi dans les phases de grossesse pour apaiser les mamans, les détendre et supprimer les nausées. Alors, c'est un point important parce que cet effet médicinal est repéré toujours chez les usagères de cannabis pendant la grossesse ou à court terme, elles perçoivent plutôt des bénéfices. Et depuis la légalisation du cannabis dans certains États des États-Unis, certains États ont même accepté l'indication accompagnement de la grossesse pour le cannabis thérapeutique. Donc on voit que c'est alors là pour le coup une très grave erreur, puisque les risques, eux, sont bien connus. Alors il y a des risques immédiats. Alors il n'y a pas de malformation, à la différence de ce qu'on voit avec des consommations d'alcool pendant la grossesse, avec le SAF. Mais il y a un risque assez sensible d'hypotrophie, avec en moyenne dans toutes les études de cohorte des nouveau-nés qui pèsent 100 grammes de moins en moyenne que des nouveau-nés nés de mamans qui n'avaient pas fumé de cannabis pendant leur grossesse. En plus, il y a un petit syndrome de sevrage dès que les mamans fument plus de 5 joints par semaine en moyenne. Bon, syndrome de sevrage, bon, c'est pas méchant, mais ça va provoquer un peu plus de passage en service de soins intensifs en néonat, bon, ce qui est jamais génial. D'autre part, on verra aussi des petits effets sur accroître le risque de naissance prématurée. Alors, une fois né, le nouveau-né, comment est-il? Alors, il y a un peu plus de risque d'avoir des troubles du comportement et du trouble du sommeil, bon, ce qui est toujours un petit peu embêtant. Mais surtout, ce qui va être compliqué, c'est ça,
Et ça, on vient de le découvrir parce que toujours pareil, il fallait des études de cohorte où des nouveau-nés sont suivis pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans pour voir ce qu'ils deviennent au fil du temps. Et on se rend compte qu'il y a des risques neurodéveloppementaux, des risques de déficit cognitif, comme on l'a dit tout à l'heure, des risques aussi accrus de comportement impulsif, de perte de contrôle, de déficit de l'attention, des risques aussi de certains troubles des conduites, de conduite délinquante, des risques accrus quand ils deviendront adolescents de présenter eux-mêmes une addiction au cannabis, et aussi, on le verra, des risques accrus de certains troubles psychiatriques, notamment, toujours un peu les mêmes, hein, notamment les troubles psychotiques. Donc, voyons ça un peu dans le détail. Les études de cohorte, les 3 plus importantes, c'est Ottawa en haut, Pittsburgh au milieu et celle de Rotterdam. Donc, en gros, elles ont suivi des centaines de femmes enceintes et leurs enfants. Donc, vous voyez, 700 pour Ottawa, 760 pour Pittsburgh et près de 10 000 mamans pour Rotterdam. Mais là, on a suivi les enfants jusqu'à 6 ans, ce qui limite un peu l'impact parce qu'on se rend compte qu'une bonne part des problèmes de ces enfants apparaissent en fait au moment de l'adolescence. Alors, le résumé des résultats, c'est ça. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez les diapos, vous pourrez regarder, hein. La taille est un peu réduite, le poids est un peu réduit, et ils bougent un peu plus et ils dorment moins bien au moment de la naissance. Il y a un petit retard de croissance, des petits déficits pondéraux aussi, enfin bon, ce que je vous mentionnais tout à l'heure. Mais surtout, c'est là où ça se complique. Donc, à Ottawa, quand on arrive à 12 ans, les enfants ont grandi, ils ont des problèmes visio-perceptifs au niveau cognitif, ils ont des problèmes en mathématiques, ils sont plus impulsifs, ils sont hyperactifs. Alors, mathématiques, ça semble anodin, mais c'est un bon point de repère de troubles neurodéveloppementaux liés à une intoxication. On voit ça aussi dans le SAF, alors qu'il y a beaucoup moins de retard de langage, en fait. L'étude de Pittsburgh, pareil, beaucoup plus de problèmes de raisonnement visuel, de raisonnement abstrait, plus d'impulsivité, plus de délinquance, plus d'hyperactivité, etc., etc. Donc, vous voyez, ce qui est important, c'est qu'on se rend compte de plus en plus qu'il y a des troubles neurodéveloppementaux induits en fait par l'exposition précoce au cannabis pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Or, ça, c'est le détail, mais vous me faites confiance. Donc, il y a une diminution du poids à la naissance de 100 grammes environ, plus de passages en soins intensifs. Là, c'est la même chose. Non, là, je reviens en arrière. Un peu plus de prématurité aussi, vous voyez, à peu près 6% des femmes, le taux de prématurité était de 6% chez les femmes qui ne fumaient pas de cannabis. Il passait à 12% chez les femmes qui avaient fumé du cannabis pendant leur... C'est des données quand même relativement importantes, sachant que ces données observationnelles là, sur le poids gestationnel ont porté là, sur 660 000 femmes. Donc, vous voyez, là, ça a une force probante tout à fait puissante. Ça, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur les suivis de cohortes. On se rend compte que les enfants qui sont nés de mamans qui fumaient du cannabis pendant la grossesse ont plus de risques eux-mêmes de devenir usagers de cannabis et d'avoir des troubles de l'usage de cannabis à l'âge de 14 ans, une fois qu'ils deviennent adolescents. Là, c'est un peu pareil avec l'usage de marijuana, mais vous voyez, c'est la cohorte de Pittsburgh, ça sur 600 pères mères-enfants, avec un risque accru aussi de troubles de l'usage de cannabis au moment de l'adolescence. Là, c'est la même chose, détaillé avec les références sur l'augmentation de troubles des conduites avec impulsivité, et donc y compris de troubles de conduite délinquante au moment de l'adolescence. Donc, en résumé, n'oublions pas, au-delà des conséquences immédiates, les conséquences différées qui sont hautement problématiques. Alors, un mot sur l'allaitement. Le THC et les cannabinoïdes sont lipophiles. Ils adorent se fixer sur les tissus graisseux, donc ils aiment le lait, si bien qu'il y a des concentrations non négligeables de THC dans le lait. Et ce qui veut dire aussi que même si ce qui passe au final dans le cerveau fœtal est relativement faible, comme le cannabis s'accumule, on arrive à avoir des teneurs importantes dans les fesses du bébé. Donc, il faut que les mamans soient au courant. Alors, c'est très important d'allaiter. En revanche, il faut qu'elles sachent que dans la mesure du possible, il faut essayer de diminuer le plus possible les consommations de cannabis dans cette période, si possible les arrêter et en tout cas espacer les prises.
Alors, autre différence avec le tabac, c'est que quand on a consommé du cannabis, on peut retrouver du THC dans le lait de la maman jusqu'à 6 jours après la consommation. Donc, il ne suffit pas de fumer juste après l'allaitement pour réduire les risques, puisqu'en fait, ça va durer en général 24 heures, 48 heures après une seule consommation. Donc, dès que les consommations sont un peu régulières, ça veut dire qu'il y en a en permanence dans le lait maternel. Intoxication aiguë pédiatrique, n'oubliez pas de dire à vos clients et clientes de ne pas laisser traîner le cannabis sur la table. Ça devient une cause importante d'intoxication pédiatrique actuellement, avec une augmentation extrêmement sensible en France, un doublement ces dernières années. C'est surtout fréquent chez des enfants de 1 à 3 ans et ça se fait par voie orale où ils mangent un fond de barrette. Donc actuellement, ça devient une des intoxications accidentelles les plus fréquentes en fait, observées dans les services de pédiatrie, avec des comas qui peuvent être sévères. Alors, aux États-Unis, c'est un peu plus dramatique encore parce que souvent, dans les pays légalisants, le cannabis peut être présenté dans des gâteaux, vous voyez, des sortes de petits biscuits là, qu'on fabrique à la maison, mais aussi dans des bonbons évidemment très, très attrayants, donc prudence. Alors vous verrez, ce qui est toujours étonnant, c'est que dans le contexte actuel, on précise quand même que c'est un bonbon qui est sans sucre, donc de ce côté-là, il n'est pas dangereux et apparemment le THC qui lui peut envoyer dans le coma direct un gosse de quelques mois n'est pas mentionné comme problématique. Alors, on sait pourquoi maintenant il y a ces conséquences à terme sur le développement des enfants nés dans ces circonstances. C'est un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure chez des jeunes qui commencent à fumer au moment de l'adolescence. Les deux périodes clés de maturation neuronale, c'est la périnatalité, c'est l'adolescence. Des moments où il faut éviter, dans la mesure du possible, d'exposer nos cerveaux à du cannabis exogène qui va venir totalement perturber le système endocannabinoïde. Et comme ce système est un système protecteur des neurones, en fait, on fragilise les neurones et leur développement. Tout ça, c'est des données qui maintenant sont tout à fait bien établies. Alors, on sait même comment ça se passe au niveau moléculaire. Bon, je passe. Vous voyez, celle-là, vous pouvez la regarder chez vous. C'est une superbe diapo. Enfin bon. Donc là, c'est la synthèse qui a été faite par Marie-Odile Krebs au début de l'année pour l'Académie nationale de médecine et qui donc indique ce qu'on évoquait tout à l'heure chez les effets chez les humains. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des modèles animaux notamment des rongeurs. Et ça, c'est intéressant pour nous parce qu'on voit à peu près les mêmes phénomènes sur le développement neuronal des rongeurs. L'avantage des rongeurs, c'est qu'on peut parfaitement éliminer toutes les variables de confusion. C'est-à-dire, chez l'homme, on peut toujours dire que quand ils ont fumé du cannabis, il y avait aussi du tabac, peut-être qu'ils avaient bu, etc. Bon. Donc, il y a d'autres produits qui peuvent venir perturber le raisonnement. Heureusement, les rongeurs, ils sont dans leur cage et donc on peut parfaitement contrôler ce qu'on leur administre. Et en l'occurrence, là, c'est l'impact du cannabis en solo, sans autre drogue qui pourrait venir polluer la réflexion. Et donc maintenant, on arrive à voir au niveau moléculaire quel est l'impact qui explique ce type de troubles neurodéveloppementaux chez les enfants qui ont consommé du cannabis directement au moment de l'adolescence ou indirectement quand ils étaient un fœtus ou un nouveau-né. Alors, l'autre élément au plan psychiatrique, c'est que de la même façon que les perturbateurs endocriniens, cette exposition au cannabis a donc un impact perturbateur au niveau du neurodéveloppement, de l'impulsivité, du QI, etc., mais accroît évidemment la vulnérabilité de ces jeunes aux stresseurs environnementaux qu'on peut tous être amenés à rencontrer un jour ou l'autre, ce qui fait que c'est parmi les facteurs causaux qui risquent de déclencher un trouble psychiatrique quand ces personnes vont rencontrer un stresseur environnemental, que ces troubles psy soient de l'ordre de la dépression ou de la psychose. Alors ça, c'est une étude extrêmement récente dans Nature Medicine, sur toutes les naissances dans l'État d'Ontario entre 2007 et 2012. Vous vous souvenez, c'est celle qui a porté sur 661 000 femmes. Et on se rend compte que leurs enfants, quand ils grandissent, ont un risque accru de présenter un déficit de l'attention avec hyperactivité,
un retard intellectuel, un problème de QI et des problèmes d'apprentissage, mais on se rend compte aussi, ce qui était moins attendu, qu'il y a un impact sur l'incidence du trouble du spectre autistique avec un risque accru de présenter un trouble de ce spectre, donc où on passe d'un risque standard à 2,4 à un risque à 4, donc pratiquement un doublement, enfin multiplié par 1,50, donc 50% de risque supplémentaire, ce qui n'est pas à négliger compte tenu de la sévérité évidemment de ces troubles-là. Et pour les troubles psychotiques, là on arrive aussi à quasiment un doublement, c'est-à-dire chez les enfants exposés, donc de mamans qui fumaient du cannabis pendant la grossesse, on arrive à un risque de troubles psychotiques au moment de l'adolescence pratiquement doublé par rapport au risque standard. Donc, vous voyez des effets différés qui ne sont pas négligeables du tout en termes de risque psychiatrique. Alors, les troubles mentaux, on en vient là, ça fait la transition, si j'ose dire. On sait qu'il y a une corrélation entre usage de cannabis, troubles anxieux, phobie sociable, troubles dépressifs. Si on a l'un, on a plus de risques d'avoir l'autre et réciproquement. En revanche, il ne semble pas nécessairement que ce soit un lien de causalité unilinéaire. C'est aussi sans doute parce qu'on est déprimé, parce qu'on est anxieux, qu'on a plus de risques de fumer du cannabis pour essayer d'apaiser cette tension intérieure, cette souffrance, ou de gérer une phobie sociale, une timidité excessive. Donc, il n'y a peut-être pas de lien de causalité dans le sens cannabis entraîne le trouble. Il y a sans doute un effet aggravant. En revanche, on peut penser que c'est le trouble qui peut amener aussi à un excès de cannabis. Alors, ce qui n'est pas bon, parce qu'au final, ça va aggraver le problème. En revanche, là où un lien de causalité semble de nos jours établi, je vous en parlais tout à l'heure, c'est avec la schizophrénie, donc des troubles psychotriques chroniques. Alors, c'est un facteur causal, ni nécessaire ni suffisant, mais on se rend compte que le fait de fumer du cannabis, notamment au moment de l'adolescence et en grande quantité, multiplie par 2, voire par 5, ça dépend un peu de l'âge de début, le risque de développer un trouble psychotique chronique en fin d'adolescence, début d'âge adulte. Donc, c'est tout à fait important. Et on a pu calculer du coup la part attribuable dans l'incidence de la schizophrénie dans les nouveaux cas. Et on pense actuellement qu'environ 15% des nouveaux cas de schizophrénie sont attribuables au cannabis. C'est-à-dire que sans cannabis, ces jeunes gens seraient restés vulnérables, mais n'auraient pas développé le trouble. Alors, plus on utilise le produit tôt, plus on a de risques de développer un trouble psychotique précocement en quelques années. Donc, c'est un point important à connaître. Et idem sur le trouble bipolaire, ce n'est pas un facteur causal. En revanche, c'est un facteur d'aggravation de la sévérité des épisodes maniaques en cours de trouble bipolaire. Donc, voilà un article, vous voyez, ouais, c'est 5 fois en règle générale le facteur multiplicatif. Alors, vu la sévérité du trouble schizophrénie, c'est quand même un élément à prendre en compte. Là, c'est une méta-analyse récente qui montre que la totalité des études, vous voyez celle de Dunedin, là, toujours nos jeunes All Blacks, toutes les études montrent qu'il y a un accroissement du risque qui va du doublement multiplié par 4, selon notamment les quantités consommées, l'âge de début, etc. Mais clairement, c'est un facteur non seulement aggravant du devenir du trouble psychotique, mais également un facteur causal. Ça, c'est des études intéressantes, plus récentes, qui montrent que, vous le savez peut-être, chez les enfants, on a des signes subcliniques. Les enfants normaux, vous, moi, quand on était jeune, on peut avoir des effets un peu de parano, un peu une hallucinose quand on est gosse avant 10 ans, 11 ans, au moment où on est à moitié réveillé le matin. Et puis normalement, en devenant adulte, cette fréquence va tendance à disparaître. Alors ça disparaît, là c'est la parano, là c'est les petites hallucinations. Et ça disparaît, sauf quand on commence à fumer du cannabis à 14 ans ou à 15 ans, où là, ça ne diminue pas, mais ça augmente. Ce qui est sans doute un des mécanismes pour lesquels ces personnes-là sont plus à risque de développer des troubles psychotiques. Autre élément suivi de l'étude de cohorte suédoise, donc c'est la première étude qui avait montré le lien de causalité entre la consommation de cannabis pendant l'adolescence et le risque de troubles psychotiques. C'est 50 000 soldats
suédois ont été suivis là aussi. On les suit depuis qu'ils ont l'âge de 18 ans. Donc maintenant, vous voyez, ils sont arrivés à la soixantaine, ces études de cohorte sur 40 ans, et vous regardez leur mortalité, et vous voyez que ceux qui n'avaient jamais fumé du cannabis sont pour beaucoup encore en vie. En revanche, vous voyez la mortalité brute de ceux qui étaient des consommateurs très réguliers de cannabis, qui avaient plus de risques de présenter des troubles physiques, des troubles psychiques facilités par la substance, ont évidemment une mortalité brute qui est beaucoup plus lourde. Donc schématiquement, ça confirme, s'il en était besoin, que ce n'est pas bon pour la santé globale, psychique et physique. Alors, ce n'est pas bon non plus social, puisqu'il y a un lien qui est parfaitement étudié entre la consommation de cannabis et l'altération de la performance scolaire, avec le risque de décrochage scolaire et le risque d'échec scolaire. Alors, vous comprenez qu'il y a deux mécanismes. Un mécanisme immédiat. Quand on fume du cannabis pendant sa scolarité, on va avoir des troubles cognitifs immédiats qui vont faire qu'on est moins attentif, on a une moins bonne mémoire, on a moins de vivacité, d'abstraction. Et puis, on est un peu endormi, on est un peu absent, ce qui fait que les résultats scolaires décrochent. Et en plus, si on est des usagers massifs et anciens, on a y compris une altération du fonctionnement intellectuel. Donc, tout ceci, évidemment, n'est pas très, très bon. Alors, cette corrélation, on dit souvent liée à l'alcool, non, c'est un effet qui est beaucoup plus puissant, l'effet perturbateur scolaire lié à l'usage de cannabis pendant l'adolescence qu'avec l'alcool, même si évidemment tout ceci est interactif. Donc les altérations cognitives en fait sont renforcées par le syndrome amotivationnel, le A privatif, qui fait que souvent sous cannabis on manque d'entrain, on manque de dynamisme, on manque de punch, on manque d'envie de se mettre au boulot, on reste sur son canapé à jouer sur son jeu vidéo avant de s'endormir. Donc au total, c'est très embêtant parce que souvent, ce sont les personnes les plus vulnérables au plan psychologique, au plan social qui consomment le plus. Et le cannabis est vraiment un faux ami puisque l'apaisement à court terme qu'elles vont y trouver va en fait avoir un effet tout à fait délétère à moyen terme ou à long terme d'aggravation en fait de leur situation et de leur insertion sociale. Alors, plus la consommation a commencé tôt, plus l'impact négatif est durable, ça c'est classique. Enfin, les usages importants de cannabis sont également corrélés avec des évolutions sociales problématiques au niveau du chômage, de faible niveau de revenus, faible qualité de vie, je vous l'avais dit au début, plus grande fréquence de recours aux revenus d'assistance, plus grande fréquence de comportements antisociaux, plus grande altération de la qualité de vie avec insatisfaction. Actuellement, une étude de cohorte Constance en France, là pour le coup, qui est en cours, montre qu'un usager actuel de cannabis, un jeune adulte, a 3 fois plus de risques de perdre son boulot dans l'année que quelqu'un qui n'est pas usager de cannabis. Les accidents de route, vous connaissez, pareil, troubles de l'attention, troubles de la mémorisation, troubles de la visualisation, troubles de la perception de l'espace, enfin tout ça, c'est pas bon au volant. Et des études ont montré que dès 2 à 5 nanogrammes par millilitre, on a une altération importante des capacités de conduite. Et des études françaises et internationales montrent que le risque d'accident est environ doublé après une consommation de cannabis. Et il est multiplié par 5 en cas par 7 en cas d'association entre alcool et cannabis. Donc tout ceci se cumule, un risque 5 plus 2. Ce qui nous amène en fait à un calcul de fraction de responsabilité, de part attribuable. Et pour les parts des accidents mortels, on estime que le pourcentage d'accidents mortels en France liés à la consommation de cannabis est d'environ 7% des accidents mortels. Donc ça fait aux alentours d'un peu moins de 300 morts par an en France. Pneumopathie, je vous le disais en introduction, la très grande fréquence des troubles pulmonaires et notamment des BPCO et des pneumopathies avec une toux chronique, tout ce qui est pneumopathie chronique chez les fumeurs de cannabis. Vous savez que c'est une fumée qui sort à des températures de combustion très élevées, donc avec beaucoup de substances très agressives. En plus, ça se fume en respiration forcée bloquée, donc ça va jusque dans les bases pulmonaires. Alors qu'en général, la fumée de tabac est plutôt restant au niveau superficiel, au niveau du larynx et des hauts pulmonaires. Donc l'usage de cannabis à raison de 30 ou plus joints année est associé avec une augmentation de l'incidence des cancers du poumon et de plusieurs cancers des VADS.
Il est parfois difficile de faire la distinction entre le tabac et cannabis, hein, puisque le tabac est évidemment un puissant carcinogène. En revanche, il y a des études qui ont pu être faites aux États-Unis, en Jamaïque, où on a un certain nombre de fumeurs d'herbes de cannabis qui ne fument pas de tabac, donc ce qui permettait d'avoir des données plus spécifiques. Par ailleurs, la consommation de cannabis augmente aussi le risque spécifique alors, de présenter certains cancers rares, comme les cancers des testicules. Et enfin, le cannabis fumé, qui a des effets puissamment inflammatoires sur les voies aériennes, explique la très grande fréquence des bronchites chroniques et tout ce qui est complications au niveau des BPCO. Enfin, les altérations importantes du système immunitaire au niveau de l'appareil respiratoire expliquent aussi la plus grande fréquence de troubles infectieux et pneumonies. Les risques vasculaires, c'est plutôt vasoconstricteur, hein, le cannabis. Alors, le fait de le fumer, c'est pas bon, mais même les cannabinoïdes en tant que tels, hein, puisqu'on a des incidents aussi avec des cannabinoïdes de synthèse, donc non fumés. On peut avoir des infarctus du myocarde, des AVC, on peut avoir des accidents transitoires, on peut avoir de l'artérite des membres inférieurs. Hein, on voit beaucoup, hélas, de gros fumeurs de cannabis qu'on doit petit à petit amputés de leurs orteils, ouais, des douleurs artéritiques. Donc, c'est parmi les éléments à avoir à l'esprit. Et on commence donc à comptabiliser un certain nombre de morts directes par vasospasme, donc que ce soit des infarctus coronariens ou des accidents vasculaires cérébraux sévères, avec quelques dizaines de décès en France. En revanche, le THC n'étant qu'un agoniste partiel des récepteurs CB1, il ne peut pas y avoir d'overdose comme ce qu'on rencontre avec les opiacés, en tout cas pas chez des sujets adultes par dépression respiratoire. Donc les décès sont plutôt des décès liés à des problèmes cardiovasculaires, un peu comme ce qu'on voit avec la cocaïne. Excusez-moi. Alors, ça, c'était le dark side. Est-ce qu'il y a de bons côtés médicinal? On en parle beaucoup avec le cannabis thérapeutique. Ben oui, on sait de longue date que ça peut traiter des nausées, des vomissements. On en parlait à peu près de la grossesse tout à l'heure, mais c'est sans doute à éviter pendant la grossesse. Donc, il y a un médicament, le Marinol, hein, c'est du dronabinol, un analogue THC qui est indiqué au plan international dans cette indication. En France, il a juste une ATU d'exception, donc c'est peu accessible. Ça peut être intéressant aussi, le THC, pour ouvrir l'appétit, on le sait, donc ça peut être intéressant dans des cas d'anorexie, de cachexie, dans des troubles cancéreux ou lors du sida, hein, avec des traitements un peu palliatifs. Là aussi, le Marinol a pu être indiqué dans ce type d'indication, également dans certaines formes de douleurs chroniques. Le CBD lui-même est peut-être plus intéressant pour les syndromes inflammatoires et certains troubles épileptiques, notamment des épilepsies de l'enfant. Enfin, pour la sclérose en plaques, la France a autorisé l'utilisation du Sativex, donc il y a un mélange CBD-THC, pour réduire les troubles hyperspastiques dans le cadre de la sclérose en plaques. Alors, il y a actuellement, y compris des pistes d'utilisation du CBD, peut-être dans certains troubles anxieux, dans le stress post-traumatique, et pourquoi pas, vous le verrez tout à l'heure, dans un traitement adjuvant de certains troubles psychotiques. Alors, un petit mot sur le CBD. Le CBD, lui, à l'inverse du THC, aurait plutôt tendance à faciliter la transmission de cannabinoïdes endogènes en inhibant leur recapture. Donc, ça a un effet qui est plus favorable niveau cérébral, d'autant plus que c'est un agoniste partiel CB1, donc il agit peu à ce niveau-là. En revanche, il agit aussi comme agoniste partiel des récepteurs dopamine, un peu comme l'Abilify, l'aripiprazole, ce qui fait que ça pourrait être intéressant dans certains troubles psychotiques. L'aripiprazole est un antipsychotique. Il y a une action possible d'agoniste des récepteurs sérotoninergiques. Enfin, le CBD module les effets du THC. Il a une faible absorption orale. C'est un produit lipophile aussi, élimination lente. Donc, autant le THC est souvent mal vu, autant le CBD jouit d'une image favorable. Certains disent qu'il n'est pas psychoactif. Alors, ça, ce n'est pas tout à fait vrai. Il n'est sans doute pas addictif, il n'accroche pas, il n'est pas très toxique non plus, il ne peut pas entraîner de syndrome aigu majeur. En revanche, il est psychoactif puisqu'il a un léger effet anxiolytique. Voilà Ethan Russo, qui est un des grands spécialistes du CBD et qui en est un avocat vraiment intarissable.
le CBD et les souches CBD ont un peu disparu, puisque pendant longtemps, l'homme a plutôt sélectionné les souches THC, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais on y revient, c'est-à-dire dans le chanvre qui servait à faire des fibres et des cordes, c'est surtout du CBD qu'on retrouve. Et actuellement, donc, le CBD fait l'objet de beaucoup de recherches, notamment pour des applications médicinales. Donc, il n'a pas d'effet euphorisant ni renforçant. En revanche, il serait légèrement anxiolytique, peut-être un petit peu hypnotique, peut-être un petit peu antalgique. Les retours que j'ai, moi, d'usagers, c'est que c'est quand même pas très, très puissant de ce côté-là. Il faut vraiment en consommer pas mal. Ça coûte cher, d'ailleurs. En termes d'effets indésirables, on relève aussi de la sédation, un peu de fatigue, de la somnolence, des diarrhées, des vomissements, de manière paradoxale, des perturbations d'appétit, pas d'événements indésirables vitaux, pas d'événements indésirables cognitifs, donc une très bonne tolérance. Donc, à quoi ça pourrait servir? Un médicament a été créé, l'Epidiolex, là où c'est du CBD, qui commence à être indiqué dans certains troubles épileptiques, notamment des troubles convulsifs rares chez l'enfant, le syndrome de Dravet notamment, donc c'est assez exceptionnel. Sinon, vous voyez, on retrouve les indications que je vous indiquais tout à l'heure, avec beaucoup d'intérêt actuellement chez les usagers pour voir si le CBD pouvait les aider à décrocher du THC. Certains essayent aussi le CBD pour les aider à décrocher du tabac. Pour le moment, les retours qu'on a sont quand même pas formidables. Là, vous aurez un tableau qui résume les avantages et les inconvénients. Ça, c'est l'étude qui montre l'efficacité contre certains troubles épileptiques de l'enfant. Donc, pour ces personnes-là, évidemment, c'est très utile. Ça, c'est l'étude de psychiatrie. Vous voyez que quand le groupe cannabidiol associé à un antipsychotique permet d'avoir une réduction extrêmement puissante des symptômes productifs psychotiques quand on compare avec un groupe placebo où ils avaient le même antipsychotique habituel, mais sans CBD. Donc, on se rend compte qu'au bout d'un mois à peu près, on a une réduction très, très sensible de la force des troubles délirants chez les personnes qui additionnent du CBD à leur traitement antipsychotique habituel. Donc, c'est peut-être une piste intéressante en psychiatrie à suivre. Or, légal, oui, toléré, disons, puisque vous savez que le chanvre avec des teneurs de THC inférieures à 0,2 peut être cultivé en France pour fabriquer des cordes. En revanche, on ne peut pas le transformer et faire du CBD en France, ce qui fait que les chanvriers envoient leur chanvre en Hollande, où là-bas, il est transformé en CBD. Le CBD qui revient sous forme d'huile, par exemple, ou de e-liquide dans nos commerces français. Il est vraisemblable que le CBD va être retiré prochainement de la liste des produits stupéfiants, puisque vous avez vu que THC et CBD ont été découverts au milieu des années 60, alors que les conventions de prohibition remontaient à 61 pour la convention de Vienne. Donc, elle interdisait le cannabis en règle générale, puisqu'on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. On n'avait pas encore identifié THC ni CBD. Donc, vraisemblablement, le CBD va sortir de cette interdiction. Or, ça, c'était l'avis qu'on avait donné à la commission des spécialisés temporaires pour le cannabis thérapeutique. Alors, c'est moi qui représentais la Fédération Addiction et j'avais donné un avis favorable sous réserve que le cannabis naturel puisse être utilisé par voie orale, donc avec des gélules ou en spray, etc., plutôt que par voie fumée, ce qui n'est pas bon, et qu'on précise bien les indications les plus pertinentes, notamment celles qu'on a mentionnées tout à l'heure, donc des douleurs sévères de type cancéreuse, des troubles spastiques comme la sclérose en plaques, la sclérose latérale amyotrophique, et des syndromes nausées, rebelles, vomissements, anorexie, perte de poids, comme on peut le voir dans le cadre de certains cancers ou sida évolué. Bon, il semble que là, évidemment, ce sont les utilisations qui sont les plus prometteuses. En revanche, il faut réfléchir à deux fois avant de se lancer dans des indications plus psy, puisque comme on l'a vu, on peut avoir un effet aggravant, donc prudence. Néanmoins, donc, on avait donné un avis favorable à l'expérimentation du cannabis médical en France, expérimentation qui a été retardée, mais qui, logiquement, on l'espère, pourrait commencer en 2021. Ça, c'est des références. Alors, il me reste 5 minutes et j'aurais tenu 1 heure exactement. Donc, un petit mot sur cannabis et tabac. Un vieux couple, hein.
un vieux couple, puisque parmi les produits les plus utilisés au monde, on retrouve effectivement le cannabis et le tabac. Et dans beaucoup de pays, notamment en Europe, aussi en Australie, ils sont souvent utilisés en association et utilisés par voie fumée. Euh, Dans d'autres pays comme les États-Unis, c'est souvent des usages séparés, hein. Les gens vont fumer une cigarette d'herbe de cannabis à un moment et une cigarette de tabac à une autre. Mais ce qui est important à observer aux États-Unis, vous vous souvenez de la diapo que je vous avais montrée au tout début, c'est qu'actuellement, il y a un déclin du tabac chez les jeunes, alors qu'on assiste plutôt à une augmentation des usages de cannabis. Et ce qui est important à voir, c'est que quand on devient usager de cannabis, on est très à risque de devenir secondairement fumeur de tabac quand on a commencé par le cannabis et de devenir un gros fumeur de tabac. Donc, c'est un point important à avoir à l'esprit, c'est que tabac et cannabis sont des portes d'entrée réciproques. Depuis Denis Kandel, au début des années 80, on savait que le cannabis était une porte d'entrée dans le domaine des drogues en général, mais que c'était le tabac qui était la porte d'entrée du cannabis. Actuellement, les études montrent qu'avec les populations juvéniles des années 2020 aux États-Unis, c'est parfois le cannabis qui est la porte d'entrée vers le tabac et vers les autres drogues avec un changement d'ordre. Mais toujours est-il que le couple est toujours là avec cet effet de réciprocité de porte d'entrée dans les produits fumés. Alors, ils sont très fréquemment co-consommés. Alors, soit en simultané, c'est le joint Europe-Australie, soit en séquentiel, c'était plutôt la tradition aux USA. La coaddiction est très fréquente. Plus on est dépendant de tabac, plus on a de risque de devenir dépendant du cannabis, et réciproquement. Si bien que si le cannabis est relativement peu accrocheur, vous vous souvenez, 10% de la population, le fait d'être fumeur de tabac et dépendant est un facteur aggravant qui aggrave le risque d'avoir une coaddiction. En revanche, on va le voir, il y a peu de facilité pour arriver à traiter en même temps ces deux addictions. Donc, il faut retenir qu'au final, ces produits souvent mélangés ou associés entraînent des dommages communs liés à la voie fumée, hein, les goudrons, tout ça, c'est pas bon, mais aussi spécifiques qui sont liés aux effets spécifiques de la nicotine et qui sont liés aux effets spécifiques du THC. Donc, quand tout ceci se cumule, ça entraîne un surrisque global qui est important. Or, les interactions sont de mieux en mieux connues. Ce n'est pas un hasard s'il y a beaucoup de co-consommation, c'est parce que les effets sont plus puissants, en fait, par synergie, avec une potentialisation croisée. Les effets se boostent. Et même aux États-Unis, où les consommations sont souvent séparées, les gens disent que souvent, après avoir fumé un joint, ils vont fumer une cigarette de tabac parce que la cigarette de tabac va augmenter les effets de la cigarette de cannabis. D'autre part, l'usage de l'un accroît les risques d'utiliser l'autre. Et d'autre part, l'usage de cannabis accroît la sévérité de la dépendance au tabac. Ça, c'est un point qui est bien établi. Et enfin, l'usage de l'un réduit les chances de succès de sevrage de l'autre. C'est-à-dire, si vous avez les deux produits et que vous essayez d'arrêter l'un des deux, si vous continuez à utiliser l'autre, vous avez plus de risques de rechuter que quelqu'un qui n'aurait eu qu'une seule des deux addictions à affronter. Alors ça, c'est la synergie, mais il y a aussi une complémentarité qui pousse aux usages conjoints. C'est parce que l'un, la nicotine est plutôt stimulant, l'autre, le THC, est plutôt sédatif. Donc, il y a des effets de compensation qui font qu'on va avoir une meilleure tolérance finalement à l'utilisation conjointe. Alors, un autre élément qui implique les interactions, c'est que très souvent, la voie d'administration est les mêmes, puisque les produits sont généralement fumés. Les signes de sevrage se juxtaposent, se confondent, et le signe de sevrage à l'un va entraîner la rechute globale. Au total, l'ensemble de ces phénomènes d'interaction croisée peuvent expliquer les faibles taux de succès de sevrage tabac chez les co-usagers de cannabis. C'est un problème à prendre en compte quand vous aidez des gens à décrocher du tabac. C'est toujours creuser la question cannabis. Et enfin, c'est encore plus difficile quand il y a des vulnérabilités particulières. On rencontre pas mal de co-addictions extrêmement sévères. D'une part, avec un déterminisme de sexe ratio chez les femmes, et d'autre part chez les personnes qui présentent des troubles psychiques associés, où là les choses vont devenir vraiment extrêmement difficiles. Alors là, c'est des études de méta-analyses qui ont été publiées au début de l'année, qui montrent schématiquement que quand on essaye d'arrêter le tabac chez des gens qui sont co-utilisateurs de tabac et de cannabis,
on n'a pratiquement que des échecs. Et si on essaye d'arrêter le cannabis chez des gens qui sont co-utilisateurs de tabac et cannabis, ça marche un peu mieux, mais ce n'est pas terrible quand même. Alors, c'est un peu moins mauvais pour les diminutions de consommation. Alors, ça ne marche toujours pas pratiquement avec le tabac, ça marche un peu mieux avec le cannabis. Donc, en gros, ça confirme qu'il est plus facile d'arrêter le cannabis que le tabac. En revanche, ce qui est un peu compliqué, c'est, vous voyez là, c'est la même chose en anglais, donc il n'y a pratiquement pas de taille d'effet sur la réduction de consommation de tabac, alors qu'il y a une petite efficacité sur la réduction de cannabis. En revanche, il faut être très attentif sur regarder comment se passent les consommations quand il y a un co-usage, parce qu'il est vraisemblable qu'en cas, par exemple, de co-usage tabac et cannabis, si l'on arrête l'un, il risque d'y avoir une augmentation de la consommation de l'autre. Et si c'est une augmentation de la consommation de tabac, évidemment, c'est assez embêtant. Et du coup, il ne faut pas hésiter à patcher et à utiliser des traitements de substitution de tabac en cas de co-usage quand il y a un effort côté cannabis. Donc ça, c'est ce qui est mis ici, là, que vous pourrez regarder. Un autre élément à prendre en compte, c'est que si quelqu'un vous demande qu'est-ce qui est le mieux, arrêter l'un des deux ou arrêter les deux, vous dites ce qui donne le plus de chances statistiques d'y arriver, c'est d'arrêter les deux. Mais souvent, la personne vous dira ouais, mais j'y crois pas, c'est pas possible. Il faut lui dire si, ça apparaît possible. Il y a des gens qui y arrivent. En revanche, c'est difficile. Et en général, ça ne correspond pas au choix de la personne. Donc, la voie royale, c'est traitement intégré et s'occuper des deux en même temps. En revanche, en pratique, la plupart des gens veulent plutôt arrêter le tabac et sont peu tentés par l'arrêt du cannabis. Donc, évidemment, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de partir de la demande des sujets, les accompagner en leur rappelant qu'en cas d'échec, peut-être que l'une des raisons de l'échec, c'est qu'ils ont continué à utiliser d'autres substances et peut-être que la fois suivante, il serait intéressant d'essayer d'arrêter les deux. On peut y arriver et ça marche pas trop mal. Donc, c'est ce qui est dit dans cette jolie conclusion et je vous remercie. Voilà. Super, merci beaucoup. Donc, nous avons regroupé plusieurs questions. Je vous propose de commencer. Alors, on a un peu regroupé par thème, notamment au sujet du cannabis, de la consommation de cannabis autour de la grossesse. Une question sur le conseil de fumer après la tétée n'a donc aucun impact sur la concentration de cannabis dans le lait maternel, même si on garde le conseil à l'égard du tabac. Est-ce que vous voulez que je répète la question? Non, C'est tout bon? j'ai compris la question. Oui, pour le tabac, effectivement, c'est un conseil qui peut être assez judicieux puisque Oui. la nicotine s'élimine assez vite. En revanche, ce n'est pas le cas du THC, comme je l'indiquais tout à l'heure, ce qui fait que, bon, on fait ce qui est possible, hein, ce que souhaite la femme et ce à quoi elle espère pouvoir parvenir, mais sans avoir l'illusion que ce conseil qui est efficace pour le tabac pourrait l'être de la même manière pour le cannabis. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est une notion à avoir à l'esprit pour pouvoir la partager avec diplomatie et ménagement avec la jeune maman, de telle façon qu'elle mesure bien que ce qui reste le plus sûr, évidemment, c'est réduire, espacer et aller vers un arrêt de la consommation de cannabis pendant l'allaitement. Or, si ensuite la personne n'y arrive pas, on peut effectivement conseiller de toute façon, si vraiment c'est indispensable, de fumer plutôt après la tétée, mais sans pouvoir escompter un effet aussi favorable, entre guillemets, qu'avec le tabac. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour cette réponse. Si on poursuit, il y avait une question au sujet de la mort subite du nourrisson vis-à-vis de la consommation de cannabis. Est-elle donc plus forte avec ce type de consommation ou pas? La mort subite, je ne crois pas qu'il y ait de données particulières sur ce plan-là. Ce qu'on a évoqué, enfin ce que j'ai évoqué tout à l'heure, Oui. c'était plutôt par intoxication aiguë, c'est-à-dire quand, pas un nouveau-né, mais enfin un bébé, effectivement, puisque la majorité des intoxications, c'est vers 1 an, 18 mois,
30 mois pour les plus âgés, mangent en fait du cannabis. Généralement, c'est par voie orale. Et du coup, il y a une intoxication aiguë, puisque là, avec des quantités relativement faibles, on va avoir un impact neurologique majeur avec la possibilité d'avoir des comas. Alors, même si c'est la voie orale qui est la plus fréquente, on rencontre aussi des intoxications aiguës par cannabinisme passif. Donc, il faut rappeler aux jeunes parents, évidemment, de ne pas laisser traîner de cannabis sur la table du salon avec le bébé juste à côté, d'une part, et aussi, évidemment, de ne pas fumer dans une pièce où il se trouve. Enfin, il ne faut pas fumer dans la maison. Quitte à fumer, il faut le faire à l'air libre pour éviter les risques d'intoxication aiguë. D'accord, très bien, merci beaucoup. Au niveau des risques, j'ai une question sur le seuil, c'est-à-dire existe-t-il un seuil de consommation à partir duquel le THC provoquerait des troubles au niveau du neurodéveloppement, pardon. Non, on n'a pas pu déterminer de seuil. En revanche, diverses études, là je suis passé vite, mais enfin il y a des études assez claires qui montrent qu'il y a un effet quasiment de dose-réponse, c'est-à-dire que plus l'exposition au cannabis aura été importante, répétée et massive, plus le risque d'effets neurodéveloppementaux différés est important. Ça a été établi. Oui. D'accord, très bien. Y a-t-il des données sur les cancers et la consommation de cannabis sous forme de douille? Alors, pas spécifiquement sur les douilles, mais enfin, comme les douilles sont des produits, enfin, des moyens de fumer. Donc, les produits pyrolysés là, vont être puissamment cancérogènes. Donc, de ce côté-là, c'est comparable avec ce qui pourra être fumé sous forme plus traditionnelle, disons, comme joint. Ce à quoi on assiste plus avec les douilles, compte tenu des respirations forcées, c'est qu'on peut avoir des effets de pneumothorax. Hein, c'est plutôt des incidents quasiment traumatiques au niveau des plèvres. Ça, c'est assez spécifique des douilles. En revanche, sur la cancérogénèse, là, c'est plus l'aspect utilisation de produits fumés donc, et de goudron qui va être problématique. D'accord, très bien, merci beaucoup. Au niveau, si on revient sur la question du CBD, par rapport à ce que vous disiez précédemment, une question sur la modification du CBD à l'étranger. Est-ce que cela veut dire que lorsqu'il revient en France, on ne sache pas exactement ce qu'il contient? Non, enfin ça dépend évidemment des fournisseurs, mais enfin la plupart du temps, les acheteurs de chanvre français, puisque c'est la question, appartiennent à des gros groupes internationaux, hein, hollandais, israéliens et autres, et qui ensuite ont toute la technologie pour arriver à faire des préparations relativement stables, y compris au niveau des plantes, mais a fortiori quand ils font des liquides ou des huiles, là où le CBD est parfaitement titré. Donc quand on passe par les canaux officiels légaux, bon, maintenant, ils ont des techniques qui sont assez bien au point et peuvent garantir un dosage précis et assuré. D'accord, merci. Au niveau des techniques d'arrêt autour du cannabis, juste avant, il y avait une petite question sur l'équivalent tabac dans une cigarette industrielle. En prenant comme référence cette équivalence de tabac dans une cigarette industrielle, quelle est la quantité moyenne de tabac dans un seul joint? Est-ce qu'il y a une moyenne là-dessus? Non, il n'y a pas de moyenne. Là, ça dépend vraiment des gens. Hein. En l'occurrence, souvent, beaucoup de personnes, même quand ils mélangent avec de l'herbe actuellement, comme les herbes sont relativement concentrées, mélangent avec relativement peu d'herbes et mettent pas mal de tabac. En revanche, d'autres qui sont plus puristes vont espacer et ça dépend des goûts, des habitudes, des niveaux de tolérance. Enfin, à ma connaissance, en tout cas, on serait bien en peine de déterminer des assemblages ou des cocktails moyens. Là, c'est vraiment individu dépendant, je pense. D'accord. Au niveau de la thérapie, quelle thérapie conseillez-vous pour arrêter de consommer du cannabis? Est-ce qu'il y en a une généraliste ou non?
Oh, non, il n'y a pas vraiment une thérapie qui soit plus spécifiquement recommandée dans le domaine du cannabis. En revanche, comme souvent, il s'agit de jeunes usagers, vieux adolescents ou jeunes adultes. Souvent, le cannabis a aussi une, euh, comment dire, une signification d'appartenance de groupe, de revendication d'être un jeune qui s'émancipe des règles de la société ou des règles des parents. Ce qui fait que, évidemment, comme toujours dans le domaine des addictions, mais a fortiori dans ce type de cas de figure, il ne faut pas se confronter. C'est-à-dire que schématiquement, c'est évidemment tout ce qui est autour des entretiens motivationnels qui devra être utilisé, c'est-à-dire partir du point de vue de l'usager lui-même sur sa consommation et partir, essayer d'explorer avec lui si lui-même a observé quand même quelques effets indésirables ou des excès ou des choses qu'il aimerait bien corriger. Et ensuite, le tout est de l'accompagner dans ses objectifs à lui. Et on se rend compte souvent qu'au fur et à mesure de l'avancée, quand la personne reprend confiance dans ses capacités à mieux gérer sa consommation, il peut de lui-même s'octroyer des objectifs un peu plus ambitieux. Et à ce moment-là, dans certains cas, on peut aller effectivement jusqu'à l'abstinence. Mais du coup, on a plus de chances d'arriver à ce résultat qu'on n'a pas mis en objectif au départ, en fait, mais qu'on a essayé d'accompagner la personne dans sa propre dynamique. Donc, schématiquement, la bonne approche, et qui ne demande pas d'être un grand spécialiste en addictologie, hein, c'est vrai dans des tas de domaines, c'est d'utiliser des entretiens motivationnels en partant des représentations et des souhaits et des attentes de la personne elle-même. D'accord. Et au niveau de la substitution, est-ce que tout ce qui est voilà, TSN, traitement de substitution nicotinique, c'est quelque chose qui marche dans le sevrage du cannabis? Ouais, alors là, je suis passé un peu rapidement, mais c'est les toutes dernières diapos. Là, vous pouvez Oui. les regarder chez vous. Là, c'est des études relativement récentes qui confirment en fait ce qu'on observe, nous, en pratique, hein. C'est que quand il y a une co-addiction et que la personne vise à réduire le cannabis parce qu'il y a eu des effets désagréables, et il n'est pas rare que secondairement, il y ait une augmentation de la consommation de tabac. Et du coup, c'est un problème en soi, évidemment, parce que l'addiction au tabac renforcée, c'est une mauvaise chose. Et en plus, qui dit addiction au tabac et consommation du tabac, pour les raisons que j'évoquais précédemment, fait qu'on a beaucoup plus de risques de rechuter par rapport au cannabis aussi. Donc, c'est vraiment un objectif de contrôler cette consommation de tabac. Et là, par bonheur, on dispose de traitements de substitution nicotinique. Donc, si la personne, une fois éclairée, discussion, on lui dit les avantages et les inconvénients de chacune des deux approches, et sensibiliser à ce sur-risque du coup tabac, ça peut être une bonne motivation pour adjoindre des TSN avec son accord pour limiter justement cet effet de compensation. D'accord, très bien. Et au niveau, j'ai une question au niveau de ce qui a été dit précédemment sur la douille. On me demande qu'est-ce qu'une douille en fait? Ah, oui, parce que les douilles, c'est une façon de fumer, enfin Oui. notamment du cannabis, très utilisé souvent par des jeunes très jeunes et qui veulent avoir un effet intense. Donc c'est une sorte de pipe à eau, hein, fabriquée un peu de fortune en général avec des bouteilles d'eau, des choses comme ça avec un tuyau. Donc un mini narguilé si vous voulez, et qui permet de refroidir la température de la fumée, mais qui n'extrait pas par contre les principes cancérogènes. Ce qui fait que ça permet en inhalation profonde bloquée, sans chaleur agressive, d'avoir vraiment un impact majeur où on peut inhaler une quantité très très importante de fumée un peu refroidie, donc moins agressive. Et ensuite, la personne va rester en inspiration forcée bloquée, de telle façon qu'on prolonge la période d'échange entre la fumée à THC et puis les alvéoles pulmonaires pour avoir une montée de THC beaucoup plus intense, beaucoup plus forte. C'est un moyen de booster en fait les effets aigus du cannabis. En revanche, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est pas avec des liquides, c'est pas de la vaporisation, c'est bien de la combustion, c'est-à-dire on a quelque chose qui chauffe, donc avec une combustion, ce qui fait qu'on a les problèmes qu'on rencontre avec d'autres formes d'utilisation fumée. Donc ça s'appelle des bongs, des bangs, enfin bon, ça, ces dispositifs ont différents noms. D'accord.
Merci beaucoup pour cette précision. Si on retourne sur l'arrêt ou la prise en charge de l'arrêt du cannabis, il y a une question sur l'intérêt du Champix dans l'arrêt du cannabis. Est-ce que ça a un intérêt ou pas? Bah, à vrai dire, on ne sait pas trop, puisqu'il n'y a pas eu, à ma connaissance, d'études précises sur ce thème, puisque généralement, les laboratoires pharmaceutiques font des études sur des sujets qui n'ont que le problème qu'on vise à résoudre. Dès qu'il y a des coaddictions, des comorbidités, des choses comme ça les intéresse moins, parce que ça altère généralement l'efficacité du produit, de la démonstration. Ce qui fait que les études qui ont été faites sur le Champix n'ont pas porté sur des gens qui étaient co-addicts. En revanche, chez l'expérience clinique, moi-même j'étais un peu réservé parce qu'il peut y avoir des effets psy parfois avec le Champix qui ne sont pas évidents. Mais en fait, ce que nous disent les spécialistes de la tabacologie qui ont des grosses files actives en ce domaine, avec des co-addicts, qu'ils avaient pu utiliser le Champix sans incident majeur et parfois avec des bons résultats. Enfin, il ne faut pas en attendre des miracles, hein, c'est comme avec tous ces traitements-là. Mais en tout cas, ce n'est pas une contre-indication, ça peut être essayé. Là aussi, ça dépend des personnes. C'est-à-dire, on a d'autant plus de chances qu'une aide fonctionne que c'est celle qu'a choisi l'usager, indépendamment des techniques, en fait. C'est une variable absolument majeure. Donc, s'il y a quelqu'un qui est très médicament, on sera plutôt orienté vers le Champix. D'autres qui seront très TSN, pourquoi pas essayer TSN. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de contre-indication. D'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup. Une question sur un autre traitement, le mucomyste. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Ouais. Est-il toujours d'actualité comme aide au sevrage au niveau du cannabis? Ah, oui, oui, oui. Ben, c'est-à-dire qu'on aide au sevrage pour le cannabis, à vrai dire, on n'a pratiquement rien, hein. Rien, oui. Donc, on a des traitements symptomatiques, puisque les signes de sevrage, c'est irritabilité, anxiété, troubles du sommeil, etc. Donc, pendant une période limitée, on peut essayer de compenser ces symptômes de sevrage par des médicaments symptomatiques, des benzodiazépines, avec le risque d'accrocher, ou des sédatifs directs, divers, la tarax, le tertiaire. Enfin, ça dépend des goûts des personnes. Quelques hypnotiques qui visent à réduire l'intensité des syndromes de sevrage, parce qu'on sait que c'est des facteurs de rechute. Mais donc là, on est dans un accompagnement symptomatique. Ce n'est pas à proprement parler un traitement de l'addiction au cannabis elle-même, du craving, du besoin de consommer, etc. Alors là, dans ce champ-là, plus un traitement direct de l'addiction, effectivement, une des substances qui a pu faire la preuve de son efficacité en double aveugle, hein, ça a été sur des essais randomisés relativement robustes, c'est le mucomyste, donc la N-acétylcystéine, qu'on avait déjà utilisé dans les sevrages cocaïne, à peu près avec le même raisonnement. Et il apparaît que c'est un peu plus efficace qu'un placebo, mais c'est peu efficace. La taille d'effet est très faible. Néanmoins, chez certaines personnes, c'est vraiment une aide. Donc c'est pareil, c'est des choses qui peuvent être essayées. Il n'y a pas beaucoup de problèmes avec ça, éventuellement des problèmes digestifs. Enfin bon, on n'a pas grand-chose à craindre. Donc de fait, pour des gens qui ont un très haut niveau de craving et de besoin de consommer au cannabis, ça peut leur être proposé pour essayer d'atténuer cet élément-là. D'accord. Merci beaucoup. Une autre marque, enfin c'est plutôt un constat, pendant le confinement, des consommateurs ne trouvant pas de cannabis se sont retournés vers le CBD. Qu'en pensez-vous? Quelles répercussions ça a eu après sur leur vie? Bon, on a eu pas mal de patients, oui, qui ont essayé le CBD pour des raisons diverses, hein, Oui. soit pour des fins médicinales, pour traiter un trouble anxieux, des choses comme ça, soit justement dans des perspectives de sevrage cannabis hors THC. Alors là, pareil, beaucoup ont essayé, peu ont réussi. Il y a eu quelques études faites aux États-Unis, bon, qui n'étaient pas très convaincantes. Donc, il ne semble pas que ça ait un impact vraiment efficace. En revanche, toujours pareil, chez certaines personnes, ça a pu être jugé comme ayant été utile pour eux. Mais il n'y a pas d'éléments très probants qui montreraient vraiment un intérêt majeur du THC. Du CBD. Ce qui avait été essayé là, avec des études aussi randomisées, etc., c'était d'utiliser des médicaments contenant du THC, vous voyez, comme du Marinol, des choses comme ça,
sous forme de comprimés pour aider au sevrage cannabis et en espérant qu'avec une forme de traitement de substitution par voie orale, il y aurait une réduction des taux de rechute ou de reprise de THC à l'issue. Alors, comment dire, intellectuellement, c'était très, très séduisant, mais ces études ont également conclu un échec. Donc, hélas, de ce côté-là, il ne semble pas qu'on ait, au moins à court terme, des perspectives de substitution, que cela soit du côté de THC sous forme de médicaments ou de CBD, soit fumé, soit sous forme de médicaments. D'accord. Très bien. Au niveau de cannabis et conduite, il y a plusieurs questions sur ce sujet. On nous demande un point sur les tests urinaires, sanguins, salivaires. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Et également sur les poursuites voilà, au titre de la conduite après usage de stupéfiants. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Oui, oui, enfin de nouveautés, pas énormément. Disons que ce qui est important à retenir par Oui. rapport au cannabis, c'est que les effets perçus du cannabis, c'est-à-dire ceux qui vont être perturbateurs par rapport à la conduite, peuvent être relativement différés par rapport au moment de la consommation. Si vous voulez, avec l'alcool, c'est très régulier. On a consommé à telle heure, quelques heures après, on finira par éliminer l'alcool. Et donc, par ne plus avoir d'effet au plan cérébral, donc au plan des aptitudes à la conduite. En revanche, avec le cannabis, c'est un peu différent. C'est penser à ce que je disais tout à l'heure sur le lait maternel. Les neurones, c'est également des cellules graisseuses, ce qui veut dire que le cannabis va fuir, il est lipophile, il va fuir le sang très très vite, hein. À peine la personne a fini de fumer, les pics de THC dans le sang vont s'effondrer en fait en quelques minutes, parce qu'il fuit l'ambiance liquidienne aqueuse qu'est le sang, pour aller se fixer dans des cellules grasses et notamment dans les neurones. Mais les neurones, il va y rester pendant des heures. Ce qui veut dire que du coup, la personne, même si elle a fumé je sais pas moi, 20h, 22h, 23h le soir, risque d'avoir des effets différés, peu perceptibles, mais bien présents en termes de réflexologie, à 6h du matin ou à 7h du matin quand il prend la voiture pour aller au boulot. Donc ça, c'est un des pièges du cannabis. Alors ensuite, les tests de dépistage ont fait de gros progrès, hein, puisque au départ, pour les raisons que je viens d'évoquer, d'ailleurs, les tests sanguins n'étaient pas très intéressants, puisque le cannabis disparaît assez vite finalement du sang, alors même que les effets, eux, sont prolongés. Donc il y avait une limite. Et à l'inverse, les tests urinaires, eux, restent positifs, alors des semaines, dans certains cas, après la consommation. Donc n'étaient pas très, très fiables en termes de à quel moment finalement la personne a-t-elle consommé. C'est pour ça qu'il fallait croiser en fait les tests sanguins et les tests urinaires pour arriver à avoir une idée à peu près précise, avec des calculs dont je vous fais l'économie, pour savoir à peu près si la personne était réellement ou pas sous l'influence de cannabis au moment de l'accident routier. Alors c'est un point important parce que du coup, il y a non seulement la procédure pour usage d'une substance illicite, mais en plus la procédure par rapport à une prise de risque et des accidents qui peuvent faire courir des risques à des gens. Il peut y avoir des victimes, des procès au civil, enfin toutes sortes de choses qu'on a pu rencontrer chez nos patients. Alors du coup, comme c'était sanguin plus urinaire, vous imaginez que ce n'était pas utilisable en pratique courante, trop cher, trop difficile, il faut réquisitionner un médecin. C'est pour ça que les études en France n'avaient porté que sur les accidents mortels, en fait. Alors, plus récemment, on a commencé à développer des tests salivaires, qui sont des tests de repérage, qui permettaient de voir en gros qui avait consommé récemment du cannabis. Mais c'est des tests qui n'étaient pas trop fiables, parce que le cannabis s'excrète, enfin le THC s'excrète mal en fait dans la salive, ce qui fait qu'on prélevait surtout les dépôts de cannabis à l'intérieur des muqueuses par dépôt direct, ce qui fait qu'il y avait des tas de techniques de brossage, de choses comme ça, qui pouvaient avoir un effet masquant. Alors la mauvaise nouvelle pour les usagers, mais la bonne nouvelle pour la sécurité routière, c'est que les derniers kits de dépistage salivaire sont beaucoup plus sensibles, beaucoup plus spécifiques
spécifiques et arrive assez précisément maintenant à avoir des résultats qui puissent être probants dans un contexte judiciaire. Donc de ce côté-là, oui, de plus en plus de départements actuellement de France sont équipés des nouveaux kits qui sont beaucoup plus fiables et beaucoup plus crédibles par les juges. Merci beaucoup. Au niveau du contexte Covid, une question. Il avait été soufflé que les fumeurs avaient moins de risques de tomber malades que les non-fumeurs. Qu'en pensez-vous? A-t-on constaté une augmentation de la consommation liée à cette rumeur? Ouais, il y a eu des variations, surtout par rapport au tabac, en fait, hein, où il y a Oui. eu quasiment un pillage de tous les bureaux de tabac dans plusieurs départements, ce qui fait qu'il y avait même des ruptures hein, Pyrénées-Atlantiques dans la région, où apparemment il y avait comment dire, un bruit qui avait couru selon lequel la nicotine, plus que Oui. le tabac, en fait. La nicotine pourrait avoir un effet protecteur. Alors, ça avait été relayé par une célébrité scientifique française qui est bien connue par ses travaux et ses liens d'intérêt dans le domaine. Donc, bon, ça avait laissé un peu sceptique. Alors, bon, pour le moment, cette hypothèse concernant les nicotines ne semble pas avoir prospéré. Donc, je crains qu'il ne faille l'abandonner. En revanche, pour ce qui est des produits fumés, non. C'est-à-dire ce qui était imaginé, c'est que peut-être la nicotine réduisait le risque de développer l'affection au cas où on sera en contact avec le virus. En revanche, une fois qu'on est en contact avec le virus, le fait d'avoir fumé ou de fumer du tabac et d'avoir des problèmes pulmonaires est un facteur aggravant en termes de suivi hospitalier, de suivi en réa. Donc, c'est plutôt aggravant, en fait, chez ceux qui ont développé l'infection. Complètement. Merci, merci beaucoup pour cette précision. Et je tiens juste à dire que dans le cadre, je vous en parlerai très rapidement ensuite, du mois sans tabac qui va commencer très prochainement, on a eu la chance de pouvoir monter un projet vidéo où il y a plusieurs thématiques abordées, notamment celle-ci, donc tabac et cannabis, et également tabac et Covid-19. Et de ce fait, vous allez pouvoir retrouver des intervenants experts qui vous donneront en tout cas les messages clés et pour mieux comprendre en fait ces différents points thématiques ou problématiques que vous rencontrez souvent et auxquels on n'a pas forcément de message un peu clair à donner. Donc, on a la chance d'avoir pu tourner, fait intervenir le professeur François Alla et également le docteur Jean-Michel Delille. Donc, j'y reviendrai après très rapidement, mais ces vidéos seront bientôt disponibles. Dans les dernières questions, je vois une question sur les risques pour un usager passif, celui qui est à côté du fumeur. Est-ce que c'est comme le tabac? Est-ce qu'il y a des risques particuliers au niveau du cannabis? Oui, c'est-à-dire il y a des risques comparables par rapport à la consommation l'inhalation, disons, de substances fumées. Oui. Donc c'est essentiellement ça le risque, hein, puisque autant que je sache, même par rapport au tabac qui est puissamment addictif, c'est pas une porte d'entrée le tabagisme passif pour s'accrocher secondairement au tabac. En revanche, il y a les effets toxiques liés à la fumée, hein, avec le risque accru au plan cardiovasculaire, y compris cancéreux d'ailleurs. Et de ce point de vue-là, on est dans une logique tout à fait comparable avec le cannabis, à ceci près que le THC donc, est quand même un psychotrope plus perturbateur que la nicotine, qui en fait est un peu stimulante, mais ne fait pas grand-chose sur les comportements, les choses comme ça. Ça accroche beaucoup, mais ça ne perturbe pas le comportement, ça ne met pas en danger direct. Alors que vous vous souvenez ce que je disais tout à l'heure, le cannabinisme passif peut être très dangereux pour des petits-enfants. Et donc, il faut y prendre garde, parce que là, il y a même un danger aigu, avec un risque de surdose, de coma, de choses comme ça. Donc, évidemment, c'est catastrophique et ça confirme bien, s'il en était besoin, que le THC, c'est quand même pas du tout anodin. En revanche, les effets au long cours dont je parlais sur le neurodéveloppement, non, parce que là, il faut quand même une exposition régulière, un petit peu chronique, massive, ce qui, a priori, enfin je l'espère, est très exceptionnellement le cas avec du cannabinisme passif. L'autre élément à prendre en compte, c'est l'hiver en voiture.
les tests de salivaires, notamment par rapport au, au THC, ont été calibrés de manière assez basse, de façon que ça ne sorte pas avec des faux positifs chez des passagers qui seraient contentés de fumer la fumée du fumeur. Néanmoins, on a pu décrire des cas de positivité. Et de la même manière, l'effet un peu d'ivresse cannabinique est à penser quand on est vraiment en ambiance confinée très réduite. Par exemple, s'il y a 3 ou 4 fumeurs en hiver dans une bagnole qui fument du cannabis, même si le chauffeur ne fume pas lui-même, il n'est pas exclu que ça puisse altérer ses capacités de conduite et que ça puisse, le cas échéant, positiver des tests sensibles au niveau biologique. Donc, prudence aussi par rapport à ces cas de figure un peu particuliers. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Dans les dernières questions, on avait aussi une question sur cannabis en vaporisation. Les risques, les avantages. Qu'en pensez-vous? Alors, les avantages sont un peu comparables à ceux qu'on voit avec le tabac, pour ce qui est évidemment des problèmes pulmonaires. Donc tout ce qui est agression liée à la fumée, et pour partie aussi des risques de cancérogénèse, puisque eux aussi sont liés dans une grande partie à la fumée. Donc ce côté-là des risques liés à la consommation de cannabis est évidemment diminué par les vaporisations. En revanche, ça réduit évidemment pas du tout les risques liés au THC lui-même. Et c'est une grosse différence avec le tabac pour le coup, puisqu'encore une fois, la nicotine, bon, c'est pas très très dangereux en soi. Donc du coup, la vaporisation est sans doute une très bonne option de réduction des risques. À l'inverse, le THC, lui, c'est un perturbateur au plan psychique en tant que tel. Donc on le consomme en le vaporisant, en le fumant ou en le mangeant des gâteaux, le THC reste du THC. Donc lui, il va avoir quand même son effet délétère au plan neuropsychologique, voire psychiatrique, et aussi au plan vasculaire, puisque là, c'est pas uniquement la fumée qui a un effet agressif par rapport au vaisseau, c'est également les cannabinoïdes en tant que tels, puisqu'on a pu avoir des spasmes coronariens avec des gens qui prenaient des cannabinoïdes de synthèse en vaporisation. Donc clairement, là, c'est la substance elle-même qui est dangereuse, pas simplement le mode d'administration. Donc, pourquoi pas, c'est toujours mieux par rapport à certains risques, mais à la différence du tabac, ça n'efface pas tout, loin de là. Oui, Les risques psy, eux, ils sont toujours bien là. présent. D'accord. Merci beaucoup. Et une dernière question. Des participants souhaiteraient savoir votre avis sur l'impact clinique du changement de statut légal du cannabis. L'impact clinique, Oui, je ne sais pas, là c'est une question très, très large, il faudrait la préciser peut-être. L'impact épidémiologique, lui, on le repère. Hein. En gros, oui, aux États-Unis, ça dépend des États, mais enfin les États qui ont choisi vraiment une légalisation no limit, avec une accessibilité majeure, ont assisté à une augmentation des prévalences d'usage, tout particulièrement chez les adultes, qui étaient un peu retenus par le côté illégal, mais qui du coup se sont lancés plus aisément dans la consommation du fait que c'était toléré. Donc avec une augmentation secondaire des troubles de l'usage, en pourcentage un peu plus faible néanmoins, parce que plus on élargit la base des fumeurs, plus on a affaire à des populations larges qui sont moins vulnérables, notamment des adultes qui travaillent, etc., et qui sont plus âgés. Donc il y a une moins grande prévalence en pourcentage de troubles psy induits, de choses comme ça. En revanche, il y a une augmentation sensible des accidents de la route, des passages aux urgences, enfin, etc. Des intoxications aiguës, notamment des intoxications pédiatriques et tout et tout. Donc, du coup, on arrive à un phénomène où l'ampleur du phénomène se développe, ce qui indirectement a un impact sur les cliniciens parce qu'ils ont affaire à un peu plus de personnes qui ont des troubles de l'usage. Ensuite, en termes de cliniques individuelles, ça élargit le panel, c'est-à-dire dans une société comme la nôtre, une grande majorité des consommateurs sont justement des jeunes un peu en crise d'adolescence à peine dépassés et des jeunes adultes bon, qui, entre-temps, se sont
se sont un peu accrochés. À partir du moment où il y a une légalisation, on élargit le panel des possibles avec des gens qui présentent peut-être moins de vulnérabilité d'âge ou de genre ou de catégorie sociale qui vont se lancer. Donc peut-être avec des gens qui auront un peu moins de vulnérabilité, qui seront un peu les types d'usagers qu'on rencontrait avec le tabac. Donc ça, c'est possible qu'à terme, ça change un peu le profil des usagers. Mais on voit qu'on a affaire à un phénomène symétrique côté tabac, puisque moins il y a de fumeurs de tabac, plus les fumeurs invétérés vont se concentrer sur les populations vulnérables. Donc les femmes, les jeunes, les psys, etc., ou les gens en difficulté sociale. Ce qui fait que tendanciellement, je pense que ces deux populations vont se retrouver finalement. Voilà. Mais bon, c'est des pronostics hein, qui se contentent de prolonger les courbes actuelles. Donc voilà ce qu'on peut imaginer en tout cas comme évolution de la pratique clinique dans les années à venir avec ces fumeurs de tabac ou de cannabis. Très bien, merci beaucoup. Moi, je vais peut-être juste me permettre de rajouter une question. En tant que actrice de prévention et aussi, je pense aussi aux professionnels de santé, aux infirmières scolaires, aux parents, si vous deviez donner un peu un conseil ou deux sur l'abord de la question du cannabis auprès de consommateurs, est-ce que vous auriez un peu des conseils à nous donner, mais même si c'est très, très vaste? Mais voilà, que faire face à des personnes qui consomment? Est-ce que nous, on peut agir assez facilement là-dessus ou comment agir et donner un bon conseil auprès de ces consommateurs? Je crois que les meilleurs conseils, surtout pour les acteurs de prévention, Oui, les parents ont en plus un rôle nécessairement normatif, donc c'est un peu différent. Ils doivent également faire preuve d'autorité, ce qui est moins le positionnement des acteurs de oui, prévention. Donc ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'aspect motivationnel. Je crois qu'il faut d'abord faire preuve d'empathie, d'implication dans la situation du jeune et justement ne pas être du tout dans le jugement, mais essayer d'avoir une approche rationnelle où on va essayer de comprendre son point de vue sur cette situation, voir quels sont les problèmes qu'éventuellement il a pu rencontrer, les excès, les choses comme ça, de telle façon qu'ensuite, nous, on puisse fournir une information valide, celle que j'ai essayé de vous présenter tout à l'heure, pour la partager avec lui et l'aider peut-être dans ses processus décisionnels à mettre tout ça un peu en balance. Mais ensuite, l'idée, c'est vraiment de partir sur ses objectifs à lui, sur ses attentes et de l'accompagner, être disponible pour le soutenir dans cette dynamique, quitte progressivement, évidemment, à mettre un peu de notre gain de sel pour qu'il ait envie d'aller un petit peu plus loin. Mais voilà, c'est le mieux. Alors effectivement, pour les parents, c'est un peu différent puisqu'ils ont aussi un rôle éducatif, ils ont autorité, enfin, ils doivent essayer de protéger un jeune dont ils voient que des pratiques d'usage de cannabis peuvent avoir quand même des effets vraiment négatifs à court terme hein, sur sa scolarité, sur son implication, et où là, au-delà de ce que je viens de dire, ils auront en plus à jouer peut-être sur des effets de contrôle, de règles, de choses comme ça. Alors, ça dépend ensuite de l'âge du jeune, la qualité des relations et tout et tout. Mais enfin, fondamentalement, évidemment, la clé, c'est écoute, empathie, éclairement posé quand on est de son côté pour essayer de dégager en tout cas des pistes d'avenir qui soient les meilleures pour lui. d'accord. Merci beaucoup. On va conclure. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre intervention. On est ravis de cela. Je tiens à dire qu'il y aura aussi de nouveaux rendez-vous qui seront proposés sur les prochaines semaines, notamment Tabac et Jeunes, sur la question de l'accompagnement des jeunes dans l'arrêt du tabac. Donc, le 13 octobre, on vous donnera les dates. Je tiens aussi à préciser que le colloque Tabac Kit est maintenu au Palais des Congrès d'Arcachon mardi prochain.
Donc, n'hésitez pas, il reste encore quelques places dans des conditions qui seront vraiment optimum pour garantir la sécurité de tous. Donc, n'hésitez pas. Et puis, voilà, le projet vidéo avec notamment la vidéo du docteur Delisle qui sera bientôt disponible et qui reprendra aussi certains points clés. Alors, moins approfondis, bien sûr, puisque le temps est limité, puisque ce sera deux types de vidéos, 4 et 15 minutes. Mais ça donnera aussi voilà, quelques messages clés et ça vous permettra aussi, vous, de les diffuser dans vos structures si vous le souhaitez. Ce sera sous-titré et aussi par le biais de formations d'intervention extérieure. Donc voilà, donc je vous remercie encore beaucoup, Dr Delisle, pour votre intervention. Et suite à ce rendez-vous, je vous transmettrai dans les prochains jours le diaporama et puis aussi un questionnaire de satisfaction afin d'améliorer toujours un peu plus ces rendez-vous. Voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci Merci, beaucoup. bon après-midi. Merci beaucoup. Au revoir.